Session est enregistrée. Bienvenue à cette présentation où nous allons vous présenter la solution Axis qui permet d'effectuer du Zero Trust Network Access, donc un accès sécurisé pour, entre autres, vous permettre d'assurer la conformité aux mesures de sécurité et de cybersécurité pour les postes de travail ou en fait les postes utilisés en télétravail. Donc, cette présentation va être faite conjointement par M. Benoît Paradis ainsi que moi-même. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pourquoi voulons-nous modifier ce qui a été établi depuis longtemps? C'est entre autres parce que les accès distants par VPN peuvent être sujets à certaines vulnérabilités. On va voir là au niveau de la structure tout à l'heure. J'ai un petit diagramme qui permet de visualiser un peu comment est structuré justement un accès distant VPN et grosso modo, comment une stratégie d'attaque peut être mise en place par des acteurs malveillants. C'est entre autres en effectuant justement des balayages de l'Internet pour valider justement les passerelles VPN qui seraient non corrigées, non patchées et qui acceptent des connexions distantes. À l'aide justement d'attaques ciblées sur ce type de plateforme-là, bon, ben, les acteurs malveillants peuvent réussir à établir la connexion d'accès distant. La particularité de ces équipements de connexion VPN distante est que c'est des plateformes qui sont dites de confiance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi la connexion, les usagers qui sont de l'autre côté du tunnel IPsec ou autre technologie, mais généralement IPsec, vont être de confiance. Donc, ils vont avoir un accès au réseau interne de l'infrastructure que vous avez. Et bon, il est possible justement pour les personnes qui ont accès à l'infrastructure, de réussir à avoir des accès privilégiés à votre infrastructure réseau, ce qui leur permet d'établir justement des mouvements latéraux à travers l'infrastructure et ensuite de ça, être capable justement soit de désactiver certaines validations, dont le MFA ou certains types de points de sécurité, installer des logiciels malveillants et après ça, être capable justement d'établir ce qu'on appelle des problématiques là, de ransomware et être capable justement de locker l'infrastructure. Et le pourquoi, justement, c'est un peu comme ici, c'est une illustration. Hein, pour l'accès distant, généralement, ce que ça va impliquer, c'est de mettre en place ce qu'on appelle au niveau du pare-feu, soit directement au niveau du pare-feu ou encore avoir une passerelle VPN qui est derrière le pare-feu. Et ça implique, dans le fond, au niveau de votre pare-feu, qu'on autorise les connexions entrantes. Et juste de faire ça, ça amène une certaine vulnérabilité. Et en acceptant les connexions entrantes vers la passerelle VPN, oui, une fois que la passerelle est en service, ou en tout cas que le tunnel est établi, oui, normalement, on va avoir différentes étapes. Vu qu'on accepte les connexions entrantes, il va falloir mettre une défense contre l'attaque de déni de service, c'est-à-dire avoir, dans le fond, une protection qui évite que quelqu'un essaie d'établir à répétition des connexions juste pour saturer le système. C'est sûr qu'ensuite de ça, ça nous prend un système qui nous permet d'authentifier les connexions distantes, soit avec un NAC, par exemple, et avoir ce qu'il faut, si, admettons, on fait du SSL VPN pour faire le désencodage du tunnel, soit IPsec ou soit SSL VPN, et regarder justement quels sont les types de flux qui sont générés par l'usager qui est distant avec un système de protection, d'intrusion protection, ainsi que des règles de pare-feu pour les usagers qui viennent de l'externe. Alors tout ça, ça nous fait une zone, dans le fond, tampon, qu'on appelle une zone démilitarisée, dans laquelle va être assise ou va résider la plateforme VPN. Et une fois qu'on a passé toutes ces étapes-là, ça nous donne accès
à l'interne du réseau. Et c'est là où je vous expliquais là, que ça permet justement des déplacements latéraux à l'interne du réseau parce qu'une fois qu'on a franchi tout ça, ben, on est jugé comme étant de confiance. Alors, les VPN, hein, ça expose donc des adresses IP publiques. Donc, c'est une surface d'accès, en fait, une surface exploitable. Les VPN, ben, ça étend l'accès du réseau, hein. Donc, les utilisateurs qui viennent de l'extérieur peuvent justement accéder à l'interne de votre réseau. Et généralement, les VPN octroient des accès privilégiés. Bon, certains VPN, comme par exemple lorsqu'on utilise des Remote Access Point Aruba, permettent de faire justement un accès par rôle. On est capable de tailler et de circonscrire un peu plus qu'est-ce que les usagers ont le droit d'avoir accès. Mais on s'entend dans plusieurs cas, une plateforme VPN va octroyer des privilèges d'accès sur à peu près tout ce qui est à l'interne du point de vue réseau. Autre problématique, mais là, ici, peut-être moins pertinent dans le contexte là, de centres de services scolaires ou d'organisations plus localisées ici au Québec. Bien que, bon, dépendamment des organisations, comme par exemple, on a des organisations comme par exemple Hydro-Québec qui ont des stations qui sont plus éloignées. Alors, dans un contexte où on a justement des usagers qui peuvent être éloignés sur des connexions, par exemple, satellites ou autres, et pour lesquels on va utiliser, par exemple, des politiques au niveau de l'accès VPN pour les usagers distants, pour lequel on va faire ce qu'on appelle du non-split tunnel, c'est-à-dire qu'on force tout le trafic à passer à l'intérieur du tunnel dans le but d'assurer la sécurité de l'ensemble des flux et d'éviter justement qu'il y ait ce qu'on pourrait dire là, en anglais, on appelle un stepping stone, c'est-à-dire que une roche pour sauter de manière intermédiaire, c'est-à-dire qu'on établit des connexions vers l'Internet d'un côté et de l'autre côté, on est connecté sur le réseau interne et des flux pourraient utiliser justement l'accès distant pour être en mesure d'accéder le réseau interne. Donc, une vulnérabilité ou une faille qui, le fait de ne pas utiliser du non-split tunnel, fera en sorte que justement ça passe outre les vérifications corporatives et permette à l'usager de rentrer, l'usager malicieux de rentrer par une porte dérobée, si on pourrait dire. Et bon, ben, lorsqu'on applique justement des mesures plus restrictives au niveau de la sécurité en faisant du non-split tunnel, ben, il faut comprendre que l'ensemble des flux vont donc converger à l'intérieur de la plateforme qui est centralisée au niveau de la plateforme VPN. Donc, on a des délais de latence qui sont plus importants et ajoutés. Et par conséquent, dépendamment des délais de latence, ben, ça peut diminuer l'expérience usagée et occasionner justement des effets de lenteur. Alors, ça peut être quelque chose là, qui peut être à considérer là, pour justement l'utilisation des VPN. Et bien entendu, bon, ben, les passerelles peuvent être complexes à gérer. Souvent, pour gérer justement une plateforme de VPN distant, bon, ben, c'est des tableaux de bord qui sont différents, des interfaces qui sont différentes. Euh, il faut justement ajuster les politiques d'accès. Généralement, bon, ben, c'est des règles de pare-feu distincts, des politiques d'accès qui peuvent être distinctes. Donc, ça peut être chronophage, ça peut occasionner plus de délais pour toute la mise à jour de l'application de correctifs qui peut ne pas être fait de manière centralisée. Lorsqu'on applique les correctifs hein, avec les rehaussements de la plateforme, soit au niveau physique ou soit au niveau micro-logiciel, ben, tout ça, c'est plus complexe. Si, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Remote Access Point, bon, ben, pour un usager qui est distant, bon, ben, il faut lui envoyer la plateforme pour qu'il puisse se connecter. Donc, parfois, ben, ça peut prendre plusieurs jours. Bon, ben, c'est peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bon, ben, ça dépend pour des organisations qui opèrent de manière mondiale. Oui, ça peut être le cas.
les configurations des paramètres réseau, la mise en place des différents protocoles de sécurité, puis être sûr que tout ça fonctionne de manière harmonisée avec les appareils connectés, mais tout ça, ça peut être complexe. Et c'est là que je passe la main à Benoît. Oui, 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 merci Paul. Euh, bon, alors, fait que le Paul vous a montré un peu l'architecture d'un VPN. On reprend le même graphique, sauf que vous marquez peut-être la très grosse différence, c'est que toute la partie DMZ est grisée. OK? Donc, on oublie pendant un moment qu'on a un pare-feu. Donc, maintenant, comment on fait pour donner un accès à une application interne, à un usager qui est entièrement externe, qui est sur Internet, entre guillemets? Sans lui donner un accès complet VPN avec un client VPN. Donc, même potentiellement sans argent. Donc, côté architecture, comment Axis fonctionne? Bon, vous avez, par rapport à l'usage externe, un accès à un portail, le portail qu'on appelle Atmos, qui est un peu la plateforme infonuagique de Axis. Donc, c'est une plateforme qui est distribuée mondialement, qui a des points de présence un petit peu partout, qui peut être un point de présence privé aussi, ça peut aller jusque-là. Mais pour la majorité des cas, ça va être des points d'accès, des points de présence publics sur les grands services cloud qu'on connaît tous. Euh, bon, maintenant, comment je fais pour donner accès Atmos à mon réseau interne? Est-ce que je fais un tunnel VPN? Non, absolument pas. On oublie les VPN. Donc, c'est un peu à l'envers qu'on va fonctionner. Donc, vous, en tant qu'entreprise, commission scolaire ou autre, comment ça va fonctionner? C'est que vous allez installer un connecteur à l'intérieur de votre réseau. Donc, dans votre centre de données, vous allez avoir une petite machine virtuelle qui est déjà toute pré-montée, qui est fournie par nous, par Axis. Ce connecteur-là va servir de pont entre l'usager, le portail Atmos et l'application. Donc, le connecteur, lui, va établir une connexion sortante vers les services Atmos. Donc, c'est une connexion sécurisée HTTPS. OK, tout est chiffré, bien sûr. Encore là, c'est sortant seulement, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir des accès publics, donc pas de NAT, pas rien sur des adresses publiques du côté du pare-feu. Et l'usager, quand l'usager, qui est encore une fois là, point de présence sur Internet, et on va réutiliser la connexion déjà établie par le connecteur à partir de votre entreprise pour revenir à l'intérieur. OK? Donc, on reprend le même chemin que le connecteur euh, a établi sa connexion de sécurité. Donc, on revient à l'envers. Si vous avez déjà entendu l'expression reverse proxy, c'est à son cœur, c'est essentiellement ce qu'on fait. Donc, on expose des applications. Le connecteur va être le point qui va accéder réellement à l'application, mais on renvoie le trafic vers l'usager à travers cette connexion-là. Donc, ça peut être un connecteur qui est à un endroit. Si on a des applications très distribuées, pensez peut-être même mondialement, on peut avoir plusieurs connecteurs. Donc, un connecteur ici au Canada, ça peut être un connecteur aux États-Unis. Bon, on peut en mettre autant qu'on veut. Et il y a aussi des connecteurs qui sont publics. Donc, Axis fournit des connecteurs pour accéder à des services infonuagiques. Bon, on peut se dire pourquoi j'ai besoin d'un connecteur pour accéder à un service infonuagique qui est public. Ben encore là, c'est toujours une question de sécurité. Si on veut rajouter un petit peu de fonctions de sécurité supplémentaires sur des services publics, ben, je peux forcer un usager à passer à travers le connecteur public, avoir la visibilité ensuite de tout ce qui se passe à travers entre l'usager et l'application SaaS, hein, si on peut la mettre comme ça, et activer des contrôles supplémentaires. Et là, évidemment, aujourd'hui, on ne passera pas euh, 100% de toutes les fonctionnalités que Access offre. Spécifiquement, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer la partie applicative où un usager externe doit accéder à une application interne, souvent web. Ça peut être un remote desktop, bon, et autres SSH. Euh, mais bon, Access, évidemment, offre une gamme complète là, de services Zero Trust. Mais pour les besoins de la course, là, ce matin, on va faire un focus là, sur les applications plus usagées, là. Euh, si on avance un petit peu. Donc, vous avez un exemple ici d'une politique d'accès.
c'est un peu petit. On va vous la montrer évidemment là, dans la section démo de notre, de notre présentation ce matin. Donc, un des points forts de la solution Axis, c'est vraiment sa simplicité. Les règles sont très faciles à faire. Définir une application, puis je vais vous le montrer, là, c'est ultra facile. Je pense que c'est un des meilleurs commentaires qu'on a de la plateforme, c'est sa simplicité. Donc, vous pouvez imaginer là, de partir de zéro vous avez des applications qui sont exposées euh, pour des usagers en à peu près même pas une heure, là. OK? Le connecteur est facile à déployer. C'est tout automatisé. Il y a des petits scripts là, qui roulent sur le connecteur pour faire la configuration, faire la connexion vers la plateforme. Donc, tout est vraiment bien, bien ficelé d'avance. Puis, il reste juste après ça à définir une application, des adresses DNS, adresses IP, bon, peu importe ce qu'on veut donner accès, créer une petite politique simple et vous avez accès tout de suite là, à la plateforme Atmos pour faire l'accès. Puis, je vais même le faire, là, rajouter une application live avec vous, juste pour vous montrer à quel point que c'est simple. Donc, vous avez vraiment différents éléments. Puis on va le voir dans la politique, mais bon, c'est des règles de sécurité qui vont permettre un accès à une application ou bloquer certaines applications selon un contexte, un groupe d'usagers. Ça peut être un emplacement. Bon, il y a plein de critères qu'on peut utiliser pour permettre ou pas un accès. Et cela donne aussi qu'on va faire, donc, par exemple, des règles d'accès pour le filtrage web. Donc, il y a une des autres fonctions qu'on peut faire avec Axis, qui est de filtrer le trafic. Donc, ça va également faire partie des politiques d'accès qu'on va pouvoir insérer dans la console de gestion. Est-ce que je peux ajouter un petit point? Bien sûr, voilà. Euh, on a un centre de services scolaires qui devait octroyer, dans le fond, un accès distant. Je crois que c'était une des applications de la GRIX, mais pour des employés d'une municipalité. Donc, on s'entend, c'était des personnes externes à l'organisation. Puis là, ben, ils nous ont contactés, oui, mais on ne peut pas donner un accès VPN à ces usagers-là. On ne gère pas leur équipement, donc c'est problématique, c'est même inquiétant. Alors, en déployant justement la solution Axis, oui, on est en mesure d'utiliser, par exemple, une connexion avec votre répertoire d'entreprise et déterminer, par exemple, les personnes qui sont des employés versus, par exemple, les employés d'un département, comme ici on a l'exemple avec les ressources humaines. Mais il est possible aussi d'utiliser une liste d'individus qui seraient, par exemple, définis localement dans la plateforme de Axis, faisant en sorte que ça serait, par exemple, un accès pour des contractuels externes à votre organisation et leur donner certains privilèges, mais vraiment taillés sur mesure pour juste, admettons, une application Mm. ou quelques applications et faisant en sorte que justement, ils ne vont pas avoir accès à l'ensemble du réseau de votre organisation. Donc, ça va vraiment les contenir uniquement dans leur petit carré de sable, faisant en sorte là, qu'ils ne peuvent pas faire de déplacements latéraux à l'intérieur de votre organisation avec des équipements qui seraient non homologués par votre organisation. Ouais, puis c'est vraiment la plus grosse différence qu'avec octroyer un accès VPN, où ce que l'usager a tu sais, une adresse IP, il fait partie du réseau intégrante, là. Versus quand on fait ça basé sur l'application, l'usager n'a même pas d'adresse IP. Vous ne pouvez même pas rejoindre l'usager. Tout est fait par le connecteur. C'est le connecteur qui est le point d'accès au réseau. Puis nous, on filtre absolument tout ce qui passe entre les deux. Donc, il n'y a pas de tunnel en tant que tel. C'est ça qui empêche le mouvement latéraux entre les ressources. Donc, c'est vraiment une application qui est gérée par le connecteur seulement. Ensuite, bon, si vous regardez sur le marché, il y a différentes solutions de type ZTNA. Bon, ce qu'on appelle du 1.0 qui était uniquement, presque strictement là, l'accès applicatif, ou presque. Nous, ce qu'on fait, évidemment, ça va dépasser l'application. Encore une fois, on ne passera pas toutes les fonctions différentes. Mais bon, pensez des choses comme euh, accéder par exemple, à un serveur Linux en SSH, mais je peux utiliser quand même, par exemple, mon client, mon POTI.
parce que je vais avoir une adresse spécifique qui va être exposée du côté Atmos. Donc, je n'ai même pas besoin de me loguer sur un portail. J'ai une adresse web directement, un accès applicatif directement avec un URL, sans me loguer sur un portail au préalable. On va vous le montrer, le portail, mais c'est pas obligatoire. Faire de l'inspection. En termes de filtrage web, inspection SSL, directement à même l'agent qu'on peut ou ne peut pas utiliser, dépendamment des fonctions. Et ce qu'on va aussi avoir un petit peu de différence, c'est au niveau bande passante. Donc, on ne limite pas vraiment, ou presque pas, en termes de bande passante. Donc, si on a des applications un petit peu plus gourmandes, le trafic va être envoyé sur un point de présence, le meilleur, disons. On en a des milliers là, à travers le monde. Donc, on ne paie pas, par exemple, des licences pour avoir 2 mégabits là, par utilisateur pour utiliser le service. Donc, vous avez accès aux pleines performances de vos applications. Et on ne limite pas les protocoles. Ok? Ça, c'est une des plus grosses différences. Ça peut aller jusqu'à la voix, même des appels là, IP qui peuvent passer à travers la fonction là, avec un agent ou pas, là, selon l'architecture, mais on limite pas beaucoup, là. C'est pas juste du web, par exemple. Ok? Donc, on peut faire à peu près n'importe quoi. Faire traverser à peu près n'importe quelle sorte de trafic à travers la plateforme, toujours dans l'optique où on ne veut pas donner un accès directement au réseau, là. Alors, je vais enchaîner avec peut-être une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, l'usager, moi, je vais agir comme si j'étais, par exemple, un usager externe. Et tout à l'heure, Benoît va vous montrer plus le côté administrateur. Donc, je veux, par exemple, me connecter à l'infrastructure de Benoît. Donc, Benoît a un laboratoire chez lui. Dans son laboratoire, il y a différentes ressources. Alors, moi, j'aimerais bien avoir accès. Alors, Benoît m'a donné un accès usager. Donc, je peux me connecter ici en tant qu'usager sur le portail Access. Je vais devoir m'authentifier avec les codes qu'il m'a partagés. Donnez-moi un petit instant. Je vais donc copier le nom d'usager ici. Puis vous voyez en passant que c'est à travers Google, donc c'est mon propre domaine. Donc vous pouvez évidemment lier l'authentification à votre source d'identité locale, Azure, Google, Okta, il y en a plein qu'on peut. Tant que ça fait du SAML, ça peut être intégré directement avec l'authentification de la plateforme. Peut-être rouvrir OK, la page. je m'excuse. C'est toujours... Bon, quand on a un démo, hein? Bon, prise 2. Bon, et voilà, les joies du démo live et qu'on... Et pourtant, on avait tout testé ça avant le meeting. Je suis juste de mon côté là, fait que ça a l'air de fonctionner encore. Oh oui, oh oui. On recommence. Désolé. Faux départ. Et voilà. Donc, j'accède au portail. C'est un portail web. J'ai la possibilité de voir différentes ressources dans le laboratoire de Benoît. Euh, Par exemple, il est possible pour un accès SSH, vu que, par exemple, je suis une personne externe, je ne veux pas nécessairement exposer le nom d'usager et mot de passe pour accéder à l'environnement ici SSH. Alors, il est possible de l'automatiser sur la tuile, faisant en sorte que, bon, je clique et je suis déjà logué admin sur, par exemple, le point d'accès ici. Et là, je peux faire run, voir la configuration. Donc, ça peut être extrêmement pratique ici pour éviter de divulguer certaines informations. Je peux me connecter en... Je pense que tu m'avais donné un accès remote desktop, right? Ouais, Donc, je peux faire le RDP un devrait se régler RDP. aussi automatiquement.
Et voilà, sur la plateforme. Et là, je suis connecté sur le Windows Server 2012 ici. Donc, je suis capable d'avoir accès aux différentes ressources. On voit que Benoît, il a vraiment confiance en moi. Alors, Le compte va désactiver dans pas long. Ça, c'est une oups, erreur. oups, attends un peu. Moi, je pense que j'ai fait back trop rapidement. Attends un peu. Je peux-tu... Allègrement. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je suis revenu. Attends un peu. Je peux-tu sortir d'ici? Ah, la petite flèche sur la bannière en haut, là. Ouais. C'est ça ici? Non, attends un peu. Ouais, ça ici, il y a une C'est petite flèche à ici. gauche. Puis là, je peux revenir. Eh ouais, bon, désolé. Mhm. C'était pas, c'était pas clair sur cet aspect-là. Euh, je- ça peut Ça, être tout évidemment, là, simplement c'est une tout ressource web. c'est ça, tout ce que Paul vous montre, là, c'est des choses qui sont vraiment dans mon réseau interne. Paul n'a pas un accès en tant que C'est tel ça. à mon réseau. Tout transige à Ouais, travers lui, il est connecté seulement sur la plateforme Internet, là, Atmos. J'ai un connecteur dans mon environnement qui fait le pont entre lui et la plateforme. Donc, tout ce qui se passe en ce moment passe à travers mon connecteur. Donc, si moi c'est j'allais, ça. par exemple, sur un de mes Comme par serveurs, exemple. puis je regardais Ouais, qui s'est connecté en termes purement réseau, adresse IP, ce que je verrais, c'est l'adresse IP de mon connecteur seulement. Je verrais, parce que Paul n'a pas d'adresse IP dans mon réseau en ce c'est moment. ça. Si par exemple, j'essaie de connecter ici sur l'adresse IP qu'on voit, je ne connecte pas. Là. Je ne suis pas connecté du tout au niveau IP. Mm. J'ai aucune connexion à cette plage d'adresse IP-là. Toutefois, si par exemple, je voudrais donner cette capacité-là d'avoir accès en IP, bon, ben, il est possible de télécharger l'agent Atmos et la manière dont ça se présente, c'est justement, je vais avoir un petit agent et avec l'agent, bon, ben, je pourrais établir la connexion entre l'agent et le service Atmos. Et le service Atmos, lui, a une connexion dans le laboratoire de Benoît. Et là, à ce moment-là, on pourrait faire un restart session. Et boum, j'ai accès. Par contre, je ne connais pas le mot de passe, mais je suis capable d'avoir accès directement. Et là, l'agent me permet de connecter au niveau IP ce qui est disponible dans le réseau de Benoît. Ça va plus s'apparenter un peu l'expérience qu'on aurait avec un client VPN traditionnel. Mais ça reste que c'est pas à cause que l'agent est activé qu'encore une fois, qu'il n'y a pas l'adresse IP sur mon réseau. C'est pas le cas. Exact, Donc, c'est toujours encore une fois, l'agent parle avec Atmos, l'Atmos parle avec mon connecteur directement. Et c'est lui qui fait le pont entre les deux euh, exact. pour répliquer un petit peu cet accès-là direct là, qu'on aurait avec un VPN. Mais ça, c'est pas exactement la même chose. Et il est possible aussi de faire la validation de la posture du poste de l'usager qui se connecte à distance. Là, c'est sûr que dans le contexte actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on vérifie la présence de l'application Notepad++. Alors, j'ai démarré l'application Notepad++. Et dans les politiques ici qu'on a mis en place, c'est qu'une fois qu'on valide la présence de l'application, ben, l'agent va me donner accès à des ressources additionnelles. Donc, on pourrait valider la présence, par exemple, d'un antivirus, on pourrait valider la présence de certaines clés de registre. Et à l'aide justement de la validation de la posture, bon, ben, on est capable de modifier qu'est-ce qui est disponible pour les usagers distants. Comme là, ici, tout d'un coup, l'accès au commutateur du réseau structurant du laboratoire là, de Benoît ben, est mis à ma disposition. Et là, je peux démarrer, par exemple, une session SSH vers son commutateur de tête et j'ai l'accès ici. Et voilà.
Donc, c'est un peu l'exemple là, que ça permet de faire de ce côté-là. Puis vous remarquez que tout est très, très dynamique. Donc, il Oui, n'y a pas besoin de se reconnecter. c'est ça. C'est en constante évaluation. Et- Donc, même en rajoutant, par exemple, là, je pourrais pas le montrer en même temps, là, mais si j'ajoute ou j'enlève euh, une application, elle va disparaître immédiatement dans le portail, là. Il n'y a pas besoin de voilà, se reloguer ou de. c'est ça. Puis là, évidemment, on voit ici là, la C'est posture ça. est partie. C'est ça. J'ai fermé l'application Notepad++. Automatiquement, ma conformité n'est plus validée. Alors, les applications supplémentaires ont disparu. Alors, ça permet, c'est en évaluation constante et ça permet justement d'augmenter ou diminuer ou de donner accès ou pas donner accès à certaines ressources directement au niveau applicatif. Alors, je ne sais pas, Benoît, est-ce que tu veux montrer le côté Oui. plus de la plateforme, comment on gère tout ça, comment justement les politiques peuvent être aisément adaptées? Ça, c'est OK. C'est ici, ça c'est le portail. Et voilà ici. OK, je suis encore logué. Donc, pour la partie administrative, euh, bon, évidemment, il va y avoir différentes choses qu'on va pouvoir faire. D'un, avoir la visibilité. Donc, quand on se connecte là, directement sur la plateforme, la première chose que je vais voir, c'est l'activité qui se passe en ce moment entre la plateforme Atmos, mon connecteur et les usagers. Donc, l'activité générale, qu'est-ce qui a été accédé sur, à partir du connecteur. Si on fait le filtrage web, ben, je vais évidemment avoir des données sur ces accès-là. En ce moment, on n'en fait pas vraiment, mais juste le fait d'utiliser que Paul a activé l'agent, l'agent regarde quand même le trafic qui sort de son poste, notamment là, tous les noms DNS, hein, les services qu'il est en train d'utiliser. Donc, il y a une petite classification qui est faite, même s'il n'y a pas de filtrage en soi qui est fait. Et ça va même aussi jusqu'aux services publics, là, des SaaS, fait que Office et compagnie, Teams. Donc, tout ça est surveillé là, dès qu'on ouvre l'agent et pour euh, les applications privées, dès qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur le portail qui accède à des ressources, mais évidemment, ça va être logué. Et on peut le voir un petit peu plus de détails dans l'exploration ici. Donc ici, je vais avoir vraiment la trace de toutes les choses qui ont été faites. Euh, pour certains types d'applications, même, qui va avoir du logging un petit peu plus poussé. Par exemple, tout ce qui est SSH vers des serveurs Linux, entre autres. Même les commandes que la personne a faites vont être enregistrées sur la plateforme. Donc, je peux même aller vérifier. Donc, si j'ai un accès à un consultant, à un serveur Linux, entre autres, je peux aller voir qu'est-ce qu'il a fait exactement sur le serveur puis avoir cette trace-là. J'ai vu qu'il y avait une question tantôt là, dans le chat concernant là, donner l'accès à un serveur RDP. Donc, ça qui, oui, pourrait en théorie, permettre un mouvement latéral. Et bon, à savoir là, si on enregistrait les sessions. Donc, non, la réponse est non. On n'enregistre pas ce qui est fait là, sur une session RDP. Et oui, en effet, c'est sûr que si le serveur qu'on donne accès, lui, n'a pas de restrictions sur le réseau, c'est sûr que ça permet un petit peu de mouvements latéraux. On recommande évidemment toujours qu'un serveur ne puisse pas rejoindre. Il va normalement être filtré par un firewall plus de type là, data center. On va filtrer ses accès pour évidemment limiter là, cette petite faille-là où je peux aller sur un serveur Windows puis là, oups, j'ai accès à tout le réseau à partir de ce serveur-là. Donc, il y a quand même des précautions à prendre là, dans ce genre de cas d'utilisation-là. Mais dès que j'expose seulement des applications, ben là, j'ai pas vraiment cette capacité-là, vu que c'est du web là, ou du SSH. Si on regarde un petit peu les politiques, donc vous avez vu un peu tantôt dans la présentation une image, mais bon, ce que Paul utilise en ce moment, ça provient directement de la politique qui est ici. Donc, encore une fois, très simple, j'ai des règles. Qui a le droit d'accéder à quelle destination? Et j'ai du contexte. Le contexte, ça peut être, comme je mentionnais, différentes choses. Ici, je ne bloque pas grand-chose, exception qu'on a montré tout à l'heure, qui était la posture avec l'agent. Donc, si l'usager fait partie d'un groupe et que sa posture est
bonne selon la politique que j'ai définie, ben, je lui donne accès à certaines applications, certaines destinations supplémentaires. Dès qu'on ne respecte plus la règle, bien évidemment, je perds l'accès à ces destinations-là. Donc, c'est fait pour être vraiment très, très, très facile. Puis, je vais en ajouter un, juste pour vous montrer un peu. Par exemple, j'ai une application que j'ai installée récemment, là, cette semaine, que je n'avais pas encore mis dans mes règles. Donc, j'ai une application interne qui est un beau petit CA facile d'accès que je voudrais le donner accès à Paul pour qu'il puisse générer un certificat, par exemple. Donc, je vais aller ajouter une destination. OK. Nouvelle application. Vous avez les différents types d'applications. Donc, RDP, du SSH, VNC. Ici, c'est une application qui est web. Donc, je vais créer une application web. Je vais lui donner un beau petit nom. Donc, qu'est-ce que j'ai à fournir comme information? De 1, l'adresse IP ou le nom de domaine interne, donc à l'intérieur de mon réseau. Je dois lui spécifier à partir de quel connecteur cette application-là est rejoignable. Donc, moi ici, j'ai seulement le connecteur qui est dans mon laboratoire. On voit aussi que j'ai le fameux connecteur public qui va être utilisé plus pour les applications SaaS là, publiques sur Internet. Donc, évidemment, si on avait plusieurs endroits, des applications distribuées, je pourrais avoir des connecteurs distribués également et je pourrais choisir le meilleur connecteur pour cette application-là. OK? Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est mon connecteur. Axis va vous fournir une adresse qui est hébergée chez Axis. Donc, on voit ici qu'il m'a créé, bon, il a pris le même nom que j'ai utilisé et il y a un bout du domaine qui ne m'appartient pas. OK? Donc, ça appartient du côté Axis. Bon, et à quoi ça sert? C'est que, bon, imaginez, je ne veux pas nécessairement que quelqu'un passe à travers un portail pour accéder à l'application. Mais je pourrais lui donner seulement l'URL complet ici. Et au lieu de passer à travers le portail, cliquer sur l'application après, ben, ça va l'amener directement sur l'application suite à une authentification, évidemment. OK? Donc, ça me permet un peu de sauter par-dessus l'étape de se loguer sur le portail et juste donner cette URL. J'ai accès à l'application, je me connecte. Et c'est comme si l'application était publique, rendue là, même si elle n'est pas réellement. OK? Donc, je vais le laisser prendre le domaine. Je vais lui dire euh, comment je veux authentifier l'accès à cette application-là. Donc, si j'ai mon compte Access est connecté sur mon environnement Google Workspace en termes d'identité, je peux appliquer des tags, pensez-le comme des groupes. Donc, je pourrais grouper plusieurs applications ensemble pour faciliter ou simplifier les règles. Donc, si j'en ai pas, donc je vais juste faire ça ici. Et je vais faire un petit setting avancé. Je vais lui dire exactement où je veux qu'il tombe en se connectant. Donc, je peux spécifier exactement à quel endroit l'usager devrait tomber une fois qu'il est connecté. Donc, je vais faire ça ici. Et on soumet. Donc, j'ai une application ici qui est créée. Donc, évidemment, juste l'application, ça ne fait rien. Il faut que je l'insère dans une règle. Donc, je vais retourner dans mes règles. J'avais déjà une petite règle ici de serveur de service web que je donne accès. Donc, je vais aller éditer la règle. J'ai une destination. Je vais aller trouver la destination que j'ai créée tout à l'heure. Je l'ajoute et je soumets. C'est ici. Et on commet les changements, tout simplement. C'est fait. Et là, je suis déjà logué ici. D'ici peut-être une seconde ou deux, on devrait voir apparaître la nouvelle application ici. Okay. Donc, je n'ai pas eu besoin de me reconnecter dans le portail. L'application apparaît déjà. Donc, si je l'utilise ici, on voit que l'URL qui est utilisé, ce n'est pas mon domaine à moi, c'est le domaine d'Axis. Okay. Et j'arrive directement sur l'application. Donc, je pourrais donner seulement cette adresse-là. Je prends une voie parle, je tape directement l'adresse et je vais arriver au même endroit. Là, il ne m'a pas demandé de m'authentifier parce que je suis déjà authentifié. Si je l'ouvrirais sur une fenêtre incognito qui n'a pas de cache, évidemment, la première fenêtre que je vais voir,
Ça devrait être. Avais-tu déjà une fenêtre incognito? Incognito? Ok, j'ai peut-être déjà. Ouais, je fais en tout cas, c'est peut-être sur mon Chrome, je pense que je suis déjà Oui, connecté. c'est ça, je pense, dans le contexte, il est déjà identifié. Par contre, par exemple, si tu me le bascules à moi ou si tu me copies, normalement, à cause de la politique, je devrais être maintenant capable d'y accéder. Puis je suis vraiment Ouais. pas dans ton réseau à toi. Alors, je pourrais faire la démonstration qu'effectivement, ça fonctionne. Hmm. Donc, si tu me le Ouais, copies, c'est sûr. mettons, dans le chat, Ah. puis ça va être enregistré pour la postérité. Chat. Je vais arrêter mon partage d'écran parce que je vois pas la fenêtre de chat. Ouais. Il n'est toujours pas rendu au merci. Ça s'en vient. Mais pas encore là. Et voilà. Donc, ce qu'on voit effectivement à nouveau sur le portail, on voit que ça a ajouté justement les EGB, CA. Et t'as peu. Chat. Et voilà. Oups. Puis link. Ben, ça, si on attend un jour. Puis on C'est sûr voit que t'es que ça connecté. bascule direct. Ouais, c'est ça, je Ouais, suis c'est ça. T'es connecté encore t'es présentement. connecté, déjà authentifié, donc tu vas tomber directement dessus. Ouais. Mais évidemment, Je c'est ça. C'est pas. pourrais prendre, par exemple, Edge. Et hey, je suis comme. Ah, c'est parce que mon agent il est déjà. Ouais, c'est ça, je suis connecté ici. Fait que même en ayant pris. Bon. Mais vous comprenez le concept, là. Je ne fais pas partie du réseau de Benoît et j'accède à la nouvelle ressource qu'il vient de donner. Et là, ben, je peux soumettre des requêtes pour créer des certificats à travers ce nouveau portail-là. Ouais, ou si vous l'essayez de votre côté, vous devriez avoir une fenêtre de login de Oui, c'est ça. Google pour vous connecter là. Effectivement. Et non pas le et non pas L'accès l'accès direct. directement là. C'est ça. Bon, Dans le Patrick fond, ça va. confirme. Ouais, et voilà. On essaie de Merci, se déloguer, Patrick. mais ça fonctionne trop bien. On n'est pas capable de se déloguer. Euh, Donc, ça fait que ça, c'est en fait là, qu'on pourrait, sans nécessairement toujours encore là, donner l'accès au gros portail que toutes les applications, mais je pourrais avoir un consultant. Je lui donne seulement juste l'accès à une application spécifique. Euh, on l'authentifie. Après ça, on a accès à la page web. On peut faire la même chose aussi avec la partie SSH. Donc, au lieu que ça soit un client web SSH, Access peut générer une adresse SSH. C'est sûr que là, l'authentification, il n'y a pas d'authentification web parce que c'est pas un service web, mais au moins on peut donner seulement accès à la ressource directement sans passer par le portail, là. Même chose pour l'RDP. Avec RDP aussi, au lieu de prendre, Paul vous avez montré quand il clique dessus, c'est un client web. En fait, si tu cliques dessus, Paul, il donne le choix, là. ouais. Tu peux télécharger un fichier RDP. Puis l'adresse qui va être dedans va être une adresse là, accessapps.io là, pour. On l'a pas vu vite, là. On l'a vu vite, là, il était marqué RDP Ouais, Geo. c'est ça, Au pire, faut que tu l'ouvres avec je un suis là. fichier. Et Ouais, c'est ouais, ça. Fait que c'est ça. rdpgeo.accessapps.io. Fait que je suis vraiment avec le client RDP, là. Donc ça J'ai permettrait à accès quelqu'un sans passer par le portail encore une fois, là, de prendre juste le client RDP standard c'est ça. pour faire l'accès. Ou un POTI pour les SSH. Ou bon, peu importe ce qu'on veut utiliser.
Ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est un peu un des fonctionnalités là, core d'Axis là, qui est donné des applications. Là, évidemment, on ne vous a pas montré la partie filtrage web. Il y a du CASB qu'on peut faire aussi, détection d'exfiltration de données. Bon, il y a plein d'éléments supplémentaires qui existent dans la plateforme, mais ça, je pense que c'est un des cas d'utilisation les plus communs qu'on risque de voir, surtout euh, dans le secteur public. On donne des accès comme ça à des personnes externes, à des ressources internes sans l'accès VPN. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, en fait, juste pour les personnes qui seraient intéressées, sachez qu'on offre la semaine prochaine un atelier, un workshop, justement sur Axis avec le ZTNA. Alors, il vous est possible de vous inscrire. Ça va être le mercredi 1er octobre. Donc, c'est un atelier, un workshop qui vous permet de vous familiariser avec la plateforme sous la forme de laboratoires guidés qui vont vous permettre justement de maîtriser la solution de manière à pouvoir la déployer dans votre environnement. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, c'est ce qui complète notre session de ce matin. Merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation et surveillez les prochaines. Ah, j'ai Patrick qui lève la main. Oui, vas-y, Patrick. Quelle est ta question? Le licensing, ça fonctionne comment? C'est par usager. OK. À l'usage puis il y a des niveaux de licence là, selon les fonctionnalités qu'on veut utiliser à l'intérieur de la plateforme. Donc, par usager. Ouais. OK. Puis c'est disponible dans le CAG Éducation via l'annexe 7 point quelque chose, là, 7 points quelque dans chose. les licences complémentaires. C'est bon? All right. Je vais arrêter Parfait. l'enregistrement.